profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. En creusant pour une piscine, Sullivan, le narrateur, découvre un cercueil vide, contenant une lettre avertissant de ne rien en retirer. Malgré tout, il trouve une pierre noire qui disparaît mystérieusement, tandis que l'entrepreneur Jarvis sombre soudain dans une crise sanglante, sous les regards étrangement rieurs de ses ouvriers. Je ne suis pas sorti. Je n'avais aucun moyen d'aider Jarvis et j'étais terrifié par ce que je voyais. Au lieu de ça, j'ai appelé la police et j'ai attendu près de la fenêtre que l'agitation de l'entrepreneur ralentisse, puis s'arrête. Les hommes autour de lui étaient devenus silencieux, restant immobiles pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils commencent à se regarder les uns les autres avec un certain degré de confusion. Il y avait 4 hommes en dehors de Jarvis, et j'aurais pu jurer, d'après leur expression, qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ou ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ils n'ont pas non plus bougé pour aider Jarvis. Au contraire, ils se remirent lentement à creuser le trou, comme si leur compagnon ne gisait pas à quelques mètres de là, mort ou mourant. Ils ont levé les yeux, hébétés, à l'approche des sirènes de l'ambulance et de la police, sans manifester la moindre appréhension ou inquiétude. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai couru et j'ai fait signe au véhicule qui approchait, en montrant l'arrière de la maison. Les quelques minutes qui ont suivi ont été marquées par une activité intense. Je suis resté à l'avant de la maison pour parler à un commissaire, mais j'ai pu apercevoir 2 ambulanciers chargés Jarvis, toujours en vie, à l'arrière de l'ambulance, tandis que 2 autres commissaires interrogeaient ces hommes. Pour ma part, j'ai dit au commissaire Ellison que j'avais vu Jarvis avoir une crise et se griffer le visage, et que ces hommes avaient semblé agir bizarrement, mais que je n'avais vu aucun d'entre eux essayer de blesser ou d'aider l'homme. Tout cela était vrai, mais j'ai omis de mentionner le cercueil et ce que nous avions trouvé à l'intérieur. J'avais réfléchi à la question de savoir si je devais donner ces détails supplémentaires aux forces de l'ordre ou aux ambulanciers pendant que j'attendais leur arrivée, car je n'avais donné que des détails très sommaires à l'opérateur de la police lorsque j'avais appelé. À mon avis, de 2 choses l'une. Soit il se passait quelque chose de surnaturel et de sinistre, soit ce n'était pas le cas. Si c'était le cas, le fait d'en parler à d'autres personnes ne servirait pas à grand-chose, si ce n'est à miner ma crédibilité et peut-être à me faire confisquer les autres écrits que je n'avais pas encore consultés. Si tout avait une explication banale, alors le cercueil et son contenu n'avaient probablement aucune importance. Même si le cercueil contenait une toxine quelconque, il la trouverait probablement en testant Jarvis. Je savais qu'il y avait des failles dans mon raisonnement, mais j'avais toujours le sentiment que l'avertissement que j'avais lu était sincère et vrai. Ce qui signifiait que je devais supposer que j'avais affaire à quelque chose que je ne comprenais pas, et qui ne serait pas non plus compris par le médecin ou le policier moyen. J'ai donc gardé le silence, espérant que tout cela disparaîtrait, mais sachant au fond de moi que je n'aurais pas cette chance. 20 minutes plus tard, je me rendais à l'hôpital. Avant que je ne quitte la maison, l'un des 2 autres commissaires était venu dire à Ellison que les autres hommes avaient fait très peu de déclarations, si ce n'est que Jarvis avait commencé à avoir une sorte de crise et qu'il ne savait pas pourquoi. Le commissaire a ajouté avec un regard significatif qu'au vu de leurs réponses et de leur comportement, il avait suggéré qu'ils soient tous examinés médicalement, mais qu'ils avaient refusé tout traitement et commencé à quitter le chantier dès qu'il avait eu fini de poser ses questions. Ellison avait serré la mâchoire et hoché la tête. « Assurez-vous d'avoir les coordonnées de tous ces oiseaux pour que nous puissions leur parler à nouveau. » Se tournant vers moi, son expression s'est légèrement adoucie. « Je ne peux pas les obliger à voir le docteur et je n'ai aucune raison de les arrêter, mais tout cela semble très louche. J'apprécie votre aide et je vous reparlerai bientôt. » Je savais qu'Ellison ne faisait pas entièrement confiance à ce que je lui avais dit, et je ne le blâmais pas. En entrant dans le parking de l'hôpital, j'ai relu ce que j'avais dit pour la 10e fois.
voulant m'assurer que je n'avais rien oublié de ce qui pourrait être utile, sans pour autant m'étendre sur les choses que je devais garder pour moi. Incapable de penser à quoi que ce soit, je suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers l'entrée des visiteurs des urgences. J'avais espéré que certains de ces employés viendraient aussi voir Jarvis, ce qui aurait au moins donné une indication de leur retour à la normale, mais personne n'est venu. Pendant les 2 heures qui suivirent, je restais assis sur une chaise orange en plastique moulé dans une salle d'attente vétuste et malodorante, avec pour seule compagnie le bourdonnement d'un talk show de l'après-midi diffusé par une télévision fixée au plafond et une vieille femme à l'air triste assise à l'autre bout de la pièce. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là, si ce n'est que je me sentais en quelque sorte responsable de ce qui était arrivé à Jarvis et j'espérais qu'en restant, je pourrais soit obtenir des réponses, soit au moins me déculpabiliser. Après la première heure, un médecin est sorti et m'a dit que son état était stable, qu'il était sous sédatif et qu'il prévoyait de l'opérer le soir même, mais que comme je n'étais pas de sa famille, il faudrait probablement attendre au moins 1 jour ou 2 avant que je puisse aller le voir. Lorsque j'ai demandé si ses yeux allaient s'en sortir, le médecin m'a jeté un regard sombre et m'a dit qu'il ne pouvait pas discuter de détails médicaux avec moi tout en secouant lentement la tête d'un côté à l'autre. Je me suis senti mal et j'avais mal à l'estomac lorsqu'il est parti. J'ai envisagé de partir à ce moment-là, mais je n'avais pas vraiment envie de rentrer chez moi et je n'avais nulle part où aller. Je me suis donc assis, retournant les choses dans ma tête pendant plusieurs minutes avant de réaliser en sursaut que j'avais les pages du cercueil avec moi. J'avais craint que les commissaires ne les trouvent, alors je les avais délicatement pliés et rangés dans ma poche arrière avant qu'ils n'arrivent. En les sortant maintenant, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à la page des avertissements criards avant de la mettre de côté. Pour autant que je puisse en juger, les autres feuilles de papier ne formaient qu'une seule et même lettre, et j'ai donc commencé à la lire depuis le début, alors que le jour traversait un doux crépuscule dans sa course vers l'obscurité. Voici ce que disait la lettre. À qui de droit? Je m'appelle Emily Surman. J'écris ces lignes dans la chambre qui m'a servi de prison pendant près de 30 ans, ou du moins de cellule au sein de la prison plus vaste qu'est cette maison, cette famille, cette existence. J'ai été bien traité pendant les 2 premières décennies de ma vie, car pendant cette période, j'ai joué le rôle d'une fille dévouée dans une famille aisée, comme on s'y attendait. C'est lorsque mon oncle Frédéric a tenté d'interférer sexuellement avec moi que mes problèmes ont commencé. Grâce à la misogynie de mon père et au désir de ma mère de s'attirer les faveurs de son frère et de son sens des affaires, il n'a pas eu à rendre compte de ses actes. Déjà à l'époque, notre famille se dirigeait vers des eaux moins profondes sur le plan financier, et ce, plus de 2 décennies avant l'effondrement de 1929. Pour ma part, j'ai été traité froidement pour mes accusations, quand je n'ai pas été carrément traité de menteuse. Cela m'a causé plus qu'un peu de détresse, mais j'avais résolu de rassembler mes ressources et de quitter l'étreinte rafraîchissante de ma famille pour des pâturages plus maigres, mais je l'espère, plus verts, ailleurs, dès que possible. Une nuit de janvier 1909, 3 mois après l'incident avec mon oncle, j'ai été réveillé brutalement par des hommes étranges. J'ai d'abord pensé à un vol ou un enlèvement, mais alors qu'on me transportait dans la maison, j'ai vu ma famille qui se tenait debout et qui me regardait. Le père avait l'air troublé mais restait silencieux. Ma mère et Frédéric regardaient fixement au loin, tandis que mes ravisseurs me portaient, moi criant et me débattant contre eux. Tout cela n'a servi à rien. J'ai été poussé dans une voiture qui m'attendait et qui marquait le début de mon voyage vers la maison Greenheart. La maison Greenheart, comme j'allais bientôt l'apprendre, était une institution privée, cachée, comme un secret de servante dans les bois noirs du nord de la Californie. On pourrait la qualifier d'hôpital psychiatrique, de lieu de retraite ou de prison sans se tromper. Mais la véritable raison d'être de Greenheart était d'être un lieu d'oubli. Les familles riches et importantes envoyaient leurs enfants perturbés, leurs parents gênants, leur erreur indésirable à Greenheart, et ils y restaient sous le couvert de la miséricorde et de l'établissement. Mon diagnostic officiel au foyer Greenheart était mélancolie et maladie féminine.
comme le fait d'être une femme était une sorte de fléau en soi. Au cours des premières semaines, je me suis insurgé contre chaque rencontre, réclamant ma liberté ou au moins de parler à quelqu'un qui contrôlait la situation. Au fil du temps, j'ai appris que ma liberté était morte dès que j'avais parlé à mon oncle et que quelle que soit la personne qui contrôlait, l'essentiel était que ce ne soit pas moi. Cela m'a conduit, comme on peut l'imaginer, à une période de dépression. Greenheart n'était pas un endroit désagréable d'un point de vue esthétique, car pour maintenir les apparences et soulager la conscience des familles qui y déposaient leurs déchets, il fallait un certain vernis de confort et de respectabilité. Mais une cage dorée reste une cage, et je ne voulais rien savoir de tout cela. Mes tentatives d'évasion ont toutes échoué, et ma période de désespoir a fini par devenir un fardeau en soi. Si bien qu'un jour, je me suis réveillé, résolu à faire une sorte de vie dans cet endroit. J'avais évité la plupart des contacts sociaux depuis mon arrivée, mais une fois que je me suis ouverte aux autres femmes présentes, j'ai trouvé plusieurs amis rapidement. Le simple fait de pouvoir à nouveau parler à des gens, en particulier à des personnes qui partageaient ma situation, a été une bénédiction. D'une certaine manière, les 2 années qui ont suivi ont été les meilleures de ma vie, aussi bizarre que cela puisse paraître vu de l'extérieur. Vivre à Greenheart, c'est un peu comme vivre dans la plupart des endroits, c'est-à-dire que l'on finit par s'habituer à des choses que l'on n'aurait jamais cru possibles. À tout moment, il y avait environ 150 femmes et jeunes filles au foyer Greenheart, et le fait que périodiquement, des personnes partaient sans prévenir pour ne jamais revenir semblait étrange, mais pas sinistre. On nous disait que leur famille les avait fait venir et c'était tout. Nous n'avions aucun moyen de le contester, et aucun recours même si nous en avions le désir. Ce n'est que plus tard que nous avons commencé à comprendre ce qui arrivait réellement à nos codétenus. Le chef de ce terrible petit royaume était un homme nommé Dr. Chester Middleton, un psychologue assez estimé à en croire les infirmières, bien que les seules fois où nous l'ayons vu, c'était en passant, alors qu'il parlait à telle ou telle infirmière ou aide-soignante, occasionnellement lors de cérémonies obligatoires et la nuit de l'incendie qui mit fin à tout cela en 1911. Même avant cette nuit-là, il y avait toujours une tension dans l'air à Greenheart. Une lutte de pouvoir caché entre 2 adversaires improbables, le médecin-chef et le jardinier. Elias Meeks était un homme grand et maussade, au tempérament orageux et à l'épais accent d'Europe de l'Est qui semblait aller et venir selon qu'il voulait ou non que l'on comprenne ses sombres marmonnements. Il avait été apparemment le gardien de Greenheart pendant plusieurs années, et tout le monde semblait être terrifié par lui. La plupart du temps, c'était une chose subtile. Le personnel l'évitait autant que possible, évitant son regard lorsqu'il s'approchait. Quant à Meeks, il dégageait un sentiment de menace comme une chaleur vivante, mais je ne l'ai jamais vu être activement cruel ou violent avec qui que ce soit. Je ne peux pas en dire autant de certaines infirmières et d'aides-soignantes. Mais cela n'atténuait en rien la peur qu'il nous inspirait. Nous le regardions couper l'herbe ou réparer le toit, et mon petit groupe d'amis se rapprochait instinctivement lorsque nous passions devant lui. De temps en temps, il s'occupait plus particulièrement du cimetière privé situé à l'extrémité du terrain, et c'est ainsi qu'il gagna le surnom que nous lui donnions tous lorsqu'il n'était pas à portée de voix. Le fossoyeur. La lettre s'arrête là. Je laissai échapper un petit souffle lorsque je sentis mon téléphone portable vibrer dans ma poche. Je l'ai sorti, je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai décidé de répondre étant donné la journée que j'avais. C'était le commissaire Ellison. « Où êtes-vous, monsieur Sullivan ?» Je lui ai répondu que j'étais toujours à l'hôpital, dans la salle d'attente des urgences, et je lui ai demandé pourquoi il m'appelait. Il y a eu une pause, et j'ai compris que le commissaire se demandait ce qu'il devait dire. Il a pris une grande inspiration et a continué. Parce que sur les 4 types qui étaient avec Jarvis et vous aujourd'hui, 2 sont rentrés chez eux et ont assassiné leur famille au cours de la dernière heure. Nous avons lancé un avis de recherche pour les 2 autres, et j'étais sur le point d'en lancer un pour vous si je n'arrivais pas à vous joindre. Je n'arrivais plus à respirer. Comment tout cela était-il possible ? Vous êtes toujours là, monsieur Sullivan ?
Oui, je suis toujours là et... Ils ont tué leur famille, vous dites ?» Je pouvais entendre la lassitude dans la voix de l'autre homme. « Oui, c'est ça. C'est la pire chose que j'ai jamais vue. Nous avons dû abattre l'un d'entre eux et l'autre est toujours retranché dans sa maison. Mais d'après ce que nous avons au moins 6 morts jusqu'à présent. 7, si Jarvis ne s'en sort pas. » J'étais sur le point de lui raconter ce que le médecin m'avait dit quand les lumières se sont éteintes, plongeant la salle d'attente dans l'obscurité la plus totale. Au bout d'un moment, quelques lampes de sécurité se sont allumées par intermittence, mais pas plus. En regardant autour de moi, je n'ai vu personne et je n'ai entendu aucun des bruits normaux auxquels je m'attendais dans un hôpital. Même la petite vieille était partie à un moment ou à un autre. J'avais l'impression d'être dans un tombeau. « Commissaire, l'électricité vient d'être coupée ici à l'hôpital et il fait complètement noir. » Un autre moment de silence contemplatif, puis sa voix est revenue, pleine de colère et de peur. « Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est impossible. Même si l'hôpital perdait le courant, les générateurs de secours se mettraient en marche en moins d'1 seconde. Il y a trop de choses qui peuvent mal tourner s'ils perdent vraiment le courant. » J'ai serré les dents en commençant à me diriger lentement vers les doubles portes qui menaient dans les profondeurs de l'hôpital. En regardant à travers les fenêtres étroites des portes, je n'ai vu que l'obscurité ponctuée par 2 lumières de sécurité faibles et vacillantes à mon extrémité du couloir. L'autre extrémité était totalement noire et dépourvue de vie. Je vous dis qu'il fait complètement noir, putain. Y a pas de lumière à l'extérieur non plus pour autant que je puisse le dire. Et je vois personne. C'est comme une ville fantôme ici, ou plutôt un hôpital fantôme. Bon, je m'en vais. Mais vous devriez envoyer quelqu'un ici. Non, dit le commissaire, d'une voix plus aiguë cette fois. Vous ne bougez pas. Vous êtes soit une victime potentielle, soit un suspect potentiel. Mais quoi qu'il en soit, vous et moi allons parler davantage avant que vous n'alliez où que ce soit. Je viens. Sur ce, il a raccroché et je me suis retrouvé à fixer mon téléphone complètement abasourdi. Il ne m'a fallu qu'un instant de débat intérieur pour décider qu'il pouvait aller se faire foutre et que je le verrais plus tard, quand je n'aurais pas perdu la tête. Quelque chose n'allait pas du tout ici et je devais sortir. C'est alors que j'ai entendu la voix provenant de quelque part au fond de l'ombre. Pendant le temps qu'il m'a fallu pour l'enregistrer complètement, j'ai ressenti un élan de soulagement en entrant en contact avec une autre personne. Puis, j'ai réalisé qui me parlait depuis une salle obscure toute proche. C'était Rick Jarvis. Sa voix était étrange et rocailleuse, et ses mots avaient un accent étrange que je ne me rappelais pas de mes conversations précédentes avec lui. Mais c'était bien lui. Et il m'appelait. « Je sais que tu es là, mec. Je ne peux peut-être pas te voir, mais ce n'est pas grave. Ouais, ce n'est pas grave. » Il s'éloigna dans un croassement humide et irrégulier, comme s'il était perdu dans ses pensées. Puis il revint, la voix plus claire et plus proche. « Oui, je ne peux pas te voir, mais je peux te sentir, mec. Reste où tu es et je serai bientôt avec toi. » Le cœur battant la chamade, je me suis retourné pour courir vers la sortie, juste au moment où j'ai entendu un bruit métallique retentir à travers les portes. Je les ai frappées durement et j'ai rebondi, les serrures magnétiques ne cédant que très peu lorsque je les ai poussées encore et encore. Après ma 5e tentative, je m'arrêtai, me forçant à ralentir et à réfléchir. Ralentir et écouter. Il devait y avoir des sorties de secours qu'il ne pouvait pas verrouiller comme ça, qu'il ne pouvait pas fermer comme ça. Je devais juste l'éviter pour... « Te voilà, mon garçon !» La voix était juste derrière moi, aussi forte qu'un coup de feu dans l'obscurité. Maintenant, apprenons à mieux nous connaître.